Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 28 février. J'aime ça, 28 février. Demain, c'est le mois de mars. Demain, c'est commence à avoir la vue sur un printemps potentiel. En tout cas, on espère. Il fait froid, honnêtement, là, au cours des 2 derniers mois. On a eu beaucoup de froid. Puis, il reste tellement beaucoup de hockey à jouer. On va finir tellement plus tard cette année là, avec la Coupe Memorial à la fin juin. Les saisons régulières, autant dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine que dans les rangs juniors, vont se rendre encore jusqu'à la fin avril. Donc, il reste 2 gros mois de saison régulière. Les séries en mai, en juin, la Coupe Memorial. Début juillet, le repêchage. On va avoir un petit 3 semaines de congé. On va avoir un championnat du monde de hockey junior et un Linka Gretzky des moins de 18 ans au début du mois d'août. Première nouvelle qu'on va savoir, on va être rendu à une autre saison. Donc, on n'ira pas trop vite, mais c'est un peu comme ça que je voyais ça. Je regardais l'horaire qui s'en vient. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de hockey au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Aujourd'hui, sur la glace, comme invité, on va s'entretenir avec notre collègue Bruno Gervais. C'est une grosse, grosse semaine pour le Rocket. On a un match ce soir. Alors, moi, j'enregistre la balado-diffusion là, en début d'après-midi. Puis ce soir, on s'en va à la Place Belle. C'est rare qu'on ait un match le lundi soir à Laval. Ça rappelle un peu la belle époque du Titan de Laval avec les frères Morissette, où il y avait toujours un match le lundi soir au vieux Colisée de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, le Rocket ce soir qui accueille les Monsters de Cleveland. Les Monsters seront également à Laval mercredi. Vendredi et samedi, on reçoit les Canucks d'Abbotsford. Et lundi prochain, on aura un match également contre Springfield. Alors, c'est beaucoup de hockey pour le Rocket. On avait parlé d'une séquence de 7 matchs en 11 jours. Bien là, il en reste 5 en 8 dans cette séquence. Donc, on va parler avec Bruno Gervais. On s'est entretenu également avec Raphaël Harvey-Pinard, attaquant du Rocket de Laval, qui va très bien par le temps qui court. Il a enregistré 7 points lors des 3 derniers matchs du Rocket. Et je me suis rendu samedi. En quittant le match à Laval, j'ai fait un petit détour par Boisbriand avant de rentrer vers mes quartiers pour aller assister à la fin du match de Elisabeth Manta, qui est devenue samedi la première femme à arbitrer un match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Un duel entre les Huskies de Rouyn-Noranda et l'Armada de Blainville-Boisbriand. Alors, je suis allé faire un petit détour et je me suis entretenu avec elle à chaud, tout juste à la fin du match. Là, elle venait de recevoir son rapport de match de l'arbitre en chef, le superviseur des arbitres de la LHMQ, Richard Trottier. Alors, on vous présente ça un petit peu plus tard. Parlons d'abord du Rocket. Bien, revisons ce qui s'est passé depuis mardi dernier, parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, on a enregistré notre balado-diffusion le mardi au lieu du lundi, parce que le Rocket avait joué le lundi après-midi et avait perdu à Toronto par la marque de 6-2. Le Rocket s'est bien repris le mercredi à Toronto, une victoire de 6-4, but gagnant marqué par Joel Teasdale, performance de 30 arrêts pour Caden Primo. Puis le Rocket est revenu à la maison vendredi soir, gain de 4-1 contre les Sénateurs de Belleville, marqué par le premier but avec le Rocket de Devante Smith-Pelly. Le Rocket qui a joué un match impeccable en défensive vendredi soir, signant du même coup une 9e victoire de suite à domicile. Et là, on se disait, est-ce que la série va se prolonger samedi avec le deuxième match en 2 jours contre Belleville? Jean-François Hull a décidé de revenir avec Caden Primo devant le filet samedi après-midi. Ça allait super bien. Le Rocket menait 3-0 à mi-chemin en troisième période quand soudainement l'effondrement est arrivé. Un effondrement aussi spectaculaire qu'inattendu. Belleville qui a marqué 3 buts en moins de 3 minutes pour créer l'égalité 3-3 et une mauvaise punition de Jesse Ilonen en fin de troisième période. Une mise en jeu perdue a pavé la voie à un but des Sénateurs qui sont finalement partis de Laval avec un gain de 4-3. Eux qui tiraient de l'arrière 3-0 avec 10 minutes à jouer. Donc, fin de la série de 9 victoires à domicile. Malgré tout, un bilan de 500 contre Belleville. Le bilan de 500, c'est correct, c'est plus dans la façon. Si au moins Laval avait pu amener le match en prolongation, aller chercher un point de classement supplémentaire, ça aurait été sûrement mission accomplie, mais ce ne fut pas le cas. Alors là, le Rocket s'embarque pour une semaine de 4 matchs. Cleveland ce soir, Cleveland mercredi, Abbotsford vendredi et samedi. Ça va être intéressant. Ça va faire changement, surtout des équipes différentes qu'on va voir parce qu'on aime bien Syracuse, on aime bien Toronto, on aime bien Belleville, mais un peu de changement, là, ça va être intéressant. D'ailleurs, les prochains matchs à Laval, après ce séjour-là, le prochain séjour du 18 au 26 mars, ça va être aussi là, des équipes qu'on voit moins souvent, le Hartford, Hershey, Lehigh Valley, Scranton, Wilkes-Barre. Alors, ça fait un peu changement et ça fait toujours un peu de bien.
À l'entraînement ce matin, la grande nouvelle, Kevin Poulin sera devant le filet ce soir. Pourquoi je dis la grande nouvelle? C'est que dans la hiérarchie des gardiens de but, il semble clair maintenant que Kevin Poulin est passé devant Michael McNiven. Donc, on va y aller probablement plus d'ici la fin, en tout cas pour les prochaines semaines, avec un duo Primo-Poulain. Et honnêtement, c'est bien mérité quand on regarde les statistiques en l'absence de Caden Primo et de Michael McNiven lorsque ces derniers étaient avec le Canadien ou sur l'escouade de réserve. Poulin a fait du bon travail, 7 victoires en 11 décisions. C'est lui qui a le meilleur taux d'efficacité de tous les gardiens utilisés par le Rocket cette année et aussi la meilleure moyenne de buts alloués. Alors, il allait de soi qu'on devait lui donner une autre chance. Il a été sur le protocole de la COVID pendant quelques jours. Il est de retour. Alors, ce soir, c'est lui qui va faire face au tir des Monsters de Cleveland. Et dans le cas de McNiven, est-ce qu'il sera renvoyé du côté de Trois-Rivières? C'est une possibilité qui a été amenée dans le point de presse avec Jean-François Houle ce matin. Hull a mentionné que oui, ça pourrait être une possibilité, question qu'il voit de l'action un petit peu. Surtout qu'on va être honnête, du côté des Lions de Trois-Rivières, présentement, ça ne va pas très bien devant le filet. Alors peut-être qu'il pourrait aller à Trois-Rivières et se refaire un peu une confiance. McNiven qui a déjà joué pour plusieurs formations de la ECHL. Donc, ce sera un dossier à suivre également. Autre changement dans l'alignement ce soir, le retour du défenseur Jenny Fairbrother qui va prendre la place de Josh Brook. Les 8 défenseurs du Rocket présentement sont en santé, alors c'est certain que ça devient difficile de tasser le top 5, je dirais, là, avec Paquette Bisson, Dello, Belpedio, Ouellet et Nikou. Mais Brook revient au jeu, c'est un petit peu plus difficile, il n'a que 4 matchs. Alors Fairbrother sera là ce soir. Brooke et Amorosa seront laissés de côté. À l'attaque, il reste encore des blessés. Là, Belzile, Gignac, qui est toujours blessé, de même que Veidemo. Alors, on a mis fin à l'essai professionnel qu'on avait avec Matthew Santos. Alors, c'est la situation présentement avec le Rocket de Laval. Pourquoi pas, vous présenter quelqu'un qui avait, selon moi, une chance d'être peut-être joueur de la semaine dans la Ligue américaine avec ses 7 points en 3 matchs. Finalement, ce n'est pas le cas. Le joueur de la semaine, c'est le gardien des Ghosts de San Diego, Lucas Dostal. Mais Raphaël Harvey-Pinard a quand même connu une très bonne séquence, 7 points en 3 matchs. Voici ce qu'on a réalisé avec lui un petit peu plus tôt aujourd'hui. Raphaël, les choses semblent avoir débloqué pour toi au cours des derniers matchs. Commençais-tu à t'inquiéter un petit peu? Commençais-tu à tenir le bâton un petit peu plus serré? Ou... Ouais, je dirais peut-être tenir le bâton un peu plus serré. Là. C'est sûr que je voulais compter des buts, ça voulait juste pas. C'est pas que j'avais pas de chance. On dirait qu'à l'entour du filet, je concrétisais pas. Donc, c'est sûr que ça fait du bien. Là, dernièrement, ça rentre un peu plus. Puis, j'essaie de lancer un peu plus au filet, faire plus de jeux. Puis, c'est sûr que quand tu as plus de confiance, c'est plus facile de faire ces choses-là. Ça changeait quand même pas pour ta façon de jouer. Tu allais toujours dans le trafic quand même, puis tu essayais de provoquer des choses. Hein? Non, c'est ça. Même quand ça paraît pas, ça fait le pointage. J'essaie quand même de garder mon identité, faire les mêmes choses. Je suis un joueur qui aime ça jouer des deux côtés de la patinoire. Fait que j'essayais d'aider l'équipe le plus possible dans notre zone, offensivement, d'aller devant le filet, déranger le gardien. Puis je suis content que ça débloque là, de ce côté-là. Quand tu as marqué ton but en début de troisième période vendredi, je sais qu'il restait 20 minutes à jouer, mais vous êtes sûrement dit à 3-0, je pense qu'elle est dans le sac, celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Je ne dirais pas qu'on s'est dit qu'elle est dans le sac, mais je pense qu'ils ont compté 3 buts assez rapidement. Là. Je ne m'en rappelle plus exactement le temps, mais je pense dans un peut-être espace de 6 minutes, ça a fait 3-1, 3-2, 3-3. Peut-être qu'on a été surpris et déstabilisé, puis je pense qu'on n'a pas bien défendu. On est capable de mieux jouer que ça dans notre zone. Puis je pense que c'est des erreurs mentales qu'on a faites qui nous ont coûté cher. Ils ont été opportunistes, ils ont concrétisé sur toutes leurs occasions également. Donc, c'était à nous autres de mieux défendre pour aller chercher cette victoire-là. 3 buts en 2 minutes 43 pour ton information. C'est allé vite, effectivement. Ça laisse-tu des séquelles, ce genre de match-là, comme ça? Là? Je ne dirais pas que ça laisse des séquelles. Par contre, je pense que c'est une belle leçon qu'on a appris au dernier match. Une game de hockey, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Donc, je pense qu'on va apprendre de ça, puis je pense qu'on va revenir plus fort. Là. Jean-François nous disait tantôt à quel point c'est le fun de changer un peu de rivaux, là, de jouer contre une équipe que vous n'avez pas vue encore, mais qui est quand même dans votre division. Là. C'est quoi l'esprit face à ces 2 matchs-là contre Cleveland et à Botsford après aussi? Là? L'équipe a hâte de jouer contre ces équipes-là. Ce pas des équipes qu'on voit souvent. Puis, dernièrement, je pense que c'est beaucoup des matchs de division qu'on a joués. C'est des équipes qu'on joue beaucoup pendant la saison contre eux autres. Donc, de jouer contre des équipes différentes, ça va nous permettre de voir d'autres équipes, un autre côté du hockey différent aussi. Puis, on s'attend à des games intenses. Donc, je pense que toute l'équipe est vraiment excitée et on a hâte de jouer ces matchs-là.
Le mois de février termine aujourd'hui. Après le match de ce soir, il va rester encore 29 matchs en 2 mois. C'est presque un match aux 2 jours quand tu le calcules comme il faut. Là. Est-ce que ça vient un peu aussi rentrer dedans dans la fatigue, peut-être? Là? Ben, c'est sûr, ça peut. On va peut-être jouer à des matchs, on va être un peu plus fatigué, mais en bout de ligne, je pense que pour nous autres, ça va être important de bien gérer notre énergie. La récupération entre les matchs va vraiment être importante. On n'aura pas beaucoup de journées, mais ça va vraiment être de maximiser ces journées-là pour qu'on soit prêt à performer match après match. Kevin Poulin devant le filet pour vous ce soir. Il a gagné sa place, dans le fond, là, sans dire qu'il a peut-être supplanté Michael McNevin. C'est un gars qui est important là, pendant une certaine période, pendant que vos gardiens n'étaient pas là. Ah, effectivement, honnêtement, à chaque fois qu'il était devant le filet, on sentait en confiance devant lui. Il faisait des arrêts spectaculaires. Il nous gardait dans le match quand ça allait un peu moins bien. Puis, je suis content pour lui. C'est un gars qui travaille fort. Puis, vraiment, on est content de l'avoir avec nous autres. Puis, pendant qu'on n'avait pas de gardien, c'est lui qui nous a permis, en fait, de rester à ce niveau-là dans le classement, puis même d'aller chercher plus de victoires qu'on avait depuis le début de la saison. Est-ce que vous parlez beaucoup d'essayer de gagner des places au classement? Comment on joue ça en ce moment? On sait que Utica, ce n'est pas rejoignable, mais l'importance peut-être de finir deuxième puis d'aller chercher l'avantage de l'Atlas. Bon, on n'en parle pas nécessairement tant que ça dans le vestiaire, mais on sait que tous les points sont importants, puis que l'avantage de la glace est également important en série. Donc, c'est sûr qu'on va aller chercher le maximum de victoires possible. Mais vraiment, je pense en ce moment, pour nous autres, c'est important de se concentrer un match à la fois. Là, on en a parlé, l'horaire est tellement chargé que je pense qu'il faut se concentrer sur un match à la fois, puis pas voir trop loin, pas regarder trop le classement non plus. Jouer un lundi soir, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, mais on va être ce soir, on va être présent pour votre match à la Place Belle. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup. Alors voilà, Raphaël Harvey Pinard qui forme un trio présentement avec à la gauche de Jean-Sébastien D et de Jesse Ulonen. Et au cours des derniers matchs, honnêtement, ça a bien été pour ce trio-là, pour Raphaël Harvey Pinard qui a marqué un but de toute beauté en début de troisième période samedi, but marqué en désavantage numérique. Question de parler un peu de la situation du match de ce soir et de revenir un peu sur celui de samedi. J'ai pensé lancer un petit appel à notre collègue Bruno Gervais, notre analyste des matchs du Rocket, pour justement discuter de la situation de la formation lavalloise. Bruno, on vient de discuter il y a quelques instants avec Raphaël Harvey-Pinard et évidemment, on est revenu sur ce match-là de samedi. Jusqu'à quel point ça laisse des séquelles, un match comme ça? Tu sais, tu mènes 3-0 avec 10 minutes à jouer, c'est rare que tu échappes ça, surtout en temps réglementaire en plus. Là. Au moins, on avait été chercher un point de classement, mais ça n'a pas été le cas. Là. Mais surtout en marquant en désavantage numérique en troisième période. Fait que c'est pas comme si Belleville avait pris le contrôle dès le début de la période puis quand de revenir. C'est un but en désavantage numérique. C'est dur comme défaite, c'est certain, quand tu regardes la situation. Mais le fait qu'il avait gagné le match d'avant, la bonne séquence qu'il y avait, quand tu prends, tu te recules. Il n'y a pas juste l'arbre devant toi, tu te recules pour voir la forêt. Il y a beaucoup de positifs. Puis j'ai aimé la réaction de Jean-François Houle, puis même de certains joueurs qui, en voulant un peu dédramatiser ça, c'est la bonne chose parce que c'est une erreur de parcours. Tu veux justement la traiter comme une erreur de parcours que tu vas oublier puis tu vas te replacer, que ça ne sera pas coutume. Le Rocket avait démontré être très à l'aise à jouer dans les matchs serrés, très à l'aise à protéger des avances. Ça allait très bien pour eux, surtout à la maison. Fait que le but, c'est de rebondir. Quand les choses vont bien, tu ne veux pas te tomber rapidement démoralisé puis la confiance là, par terre parce que ça n'a pas fonctionné une fois. Tu veux rebondir rapidement, tourne la page le plus vite possible. Il y a des choses à apprendre de ça. Moi, je trouve que le côté discipline, le côté gérer les émotions a peut-être fait faïence dans ce match-là, surtout en fin de deuxième période. On le voyait. Ça a démontré un peu que l'intention ou la concentration des joueurs a peut-être fait un détour dérouté là, de leur objectif en troisième. Mais il faut dédramatiser ça. Des gars, c'est pas grave. Justement, il y a deux autres matchs à la maison rapidement. C'est une séquence de 7 matchs à la maison. Là, mais tu en as 2 autres contre Cleveland, une équipe qui est derrière toi au classement. Puis immédiatement, tu veux te concentrer là-dessus. Puis pas laisser ce qui est arrivé devenir une situation. Une bonne chose, justement, qu'on rejoue rapidement. C'est rare qu'on joue le lundi soir à Laval. Alors, c'est un mal pour un bien d'une certaine façon, là, même si ça fait beaucoup de matchs en peu de temps. Là. Exact, pour eux. Puis quand ça va bien les choses, tu vas avoir ces matchs-là rapidement parce que tu continues, tu es dans une bonne séquence. Puis en plus, ça, avec ce qui vient de se passer, la meilleure façon de l'oublier, c'est de tout de suite revenir te préparer avec un autre adversaire, à un autre match, à un autre défi. Puis c'est ça qui va être intéressant pour le Rocket.
Bruno, je veux qu'on parle des gardiens de but pendant l'absence de Caden Primo et de Michael McNiven, qui ont été tous les deux avec le Canadien ou avec l'escouade de réserve. Kevin Poulin a fait le travail avec le Rocket, est allé chercher 7 victoires en 11 matchs, une moyenne de 2,53. Et ce soir, on lui redonne le filet. Là. Il est revenu du protocole de la COVID. Et tantôt, la question a été posée à Jean-François Houle. Est-ce que Michael McNiven ne s'en vient pas un peu sur la voie d'évitement, puis Poulin a réussi à prendre cette place-là? Là? Oui, avec la saison, puis McNiven, ça a tellement été de haut et de bas dans les dernières années pour lui. Puis à un moment, on pensait qu'il était là, mais tu vois, c'est le jeu, tu l'as mentionné, le jeu de Kevin Poulin, qui, avec un pourcentage d'efficacité de 9,18, c'est le meilleur gardien des gardiens du Rocket. Le Primo dans 9,13. Puis pour McNiven, c'est 8,69. Même pas proche d'être suffisant pour la Ligue américaine. Ça a été difficile pour lui. Il n'avait pas fait de départ depuis le 12 janvier, quand il a eu son dernier départ à Toronto. S'est fait sortir après une période. Il n'y a pas beaucoup de viande autour de l'os pour garder McNiven dans le filet. Surtout, tout le travail que Kevin Poulin, comme je l'ai dit, a fait pendant que Primo et McNiven n'étaient pas là, a gardé cette équipe-là dans une bonne position pour les séries éliminatoires. Puis le vétéran leur donne une occasion de gagner à chaque match. On ne peut pas en dire autant pour McNiven cette saison. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps de la compétition à l'intérieur de ton organisation. C'est ce que tu veux. Ça vient sortir le meilleur de Kevin Poulin qui, par la force des choses, par ses performances, a tassé tranquillement McNiven. Puis c'est avec raison que c'est lui qui a l'occasion de faire rebondir le Rocket après la défaite contre Belleville au lieu que ça soit McNiven. Je pense que c'est peut-être été la goutte qui a fait déborder le vase dans le cas de McNiven, son dernier départ. Là, on sait aussi ce qui s'était passé avant les fêtes, les critiques qu'il avait fait un petit peu. Peut-être que pour lui, là, ce sera la suite à Trois-Rivières. On en a évoqué tantôt avec Jean-François Houle qui disait qu'on va peut-être lui proposer justement d'aller jouer des matchs là-bas s'il le veut bien, évidemment, parce que je pense qu'il y a une clause qui a le droit de dire non. En tout cas, on verra pour la suite. Autre changement dans l'alignement ce soir, Jenny Fairbrother qui revient à la place de Josh Brook. On les voit, là, les luttes à l'interne là, présentement. Puis ça, c'en est une. Là, défensivement, là, tout le monde est en santé avec Amorosa aussi, qui n'a pas joué du mauvais hockey. On a 8 défenseurs en santé, puis on ne sait jamais si Schooneman va revenir ou pas aussi. Alors, ça crée une certaine... je ne sais pas, Toby Paquette-Bisson disait on se bat pour notre place à chaque jour aussi. Là, puis c'est normal. Dans une équipe de la Ligue nationale, tu veux avoir 8 défenseurs de qualité de la Ligue nationale. Puis c'est la même chose dans la Ligue américaine parce que ça bouge tellement rapidement. Fait que d'avoir 8 défenseurs en santé qui sont capables de très bien faire dans la Ligue américaine, c'est important pour une organisation qui veut justement bien finir, aller en série, puis bien faire en série parce que les choses bougent tellement rapidement. Une transaction là, un blessé là, le COVID, peu importe, ça représente. Il y a bien des choses. Fait que d'en avoir 8, c'est positif pour l'organisation. Mais c'est vrai qu'à l'interne, ça crée de la compétition, puis il faut que les joueurs soient capables de répondre à ça. C'est pas tout le monde qui répond de la même façon, mais c'est ça. Le hockey professionnel, c'est la réalité. Pour un Josh Brook, qui peut-être c'était plus facile pour lui au niveau junior, on sait la dernière saison junior qu'il y a eu qui était phénoménale, qui arrive comme un excellent espoir. Des fois, au début, le chemin va être fait pour toi. Mais là, ça fait assez longtemps qu'il est au niveau professionnel. Il faut qu'il revienne de sa blessure, que là, il tombe dans cette compétition-là où il n'y aura pas le choix à tous les jours d'amener la meilleure version de Josh Brook. Même chose pour un Fairbrother, même chose pour les autres qui sont là. Un Torridello qui va très bien par les temps qui courent. Ouais. En est un qui était peut-être tassé, moins de temps de glace quand tout le monde est en santé, que là, il a mérité sa place puis être stable dans la formation. Même chose avec Toby Paquette-Bisson qui joue de l'excellent hockey. Fait que t'en as plusieurs là, qui jouent bien et qui sont en train de forcer la main à Jean-François Houle. Et c'est ça. Et pour Josh Brook, tu as la situation que lui n'a pas joué depuis le début de la saison. Je pense qu'il est rendu à 4 matchs de jouer. Fait qu'il y a un certain rythme à reprendre. Puis c'est sûr que ça va prendre un peu de temps. Fait que là, c'est lui qui est tassé pour le moment. Mais il faut qu'il continue de garder la pédale au plancher. Puis de l'attitude, tout ce qu'il va faire à chaque jour va être important pour lui pour avoir son opportunité parce qu'il va revenir. Il va revenir dans la formation éventuellement. Et qu'il soit capable d'être prêt et de continuer à faire une progression flagrante pour que Jean-François Houle puisse avoir des munitions pour le garder dans la formation. Fait que ça va être intéressant de voir. Fairbrother amène un autre angle différent. C'est un joueur qui a un excellent synchronisme, qui cogne dur, qui joue dur dans son territoire. Fait que c'est une défensive qui avait très bien joué il y a 2 matchs là, contre Belleville, surtout dans son territoire. Mais tu ajoutes à ça les Paquette-Bisson, les Belpedio qui fait bien, Xavier Ouellet. Tu commences à avoir une défensive qui est imposante physiquement.
Bruno, on va passer la semaine encore ensemble. Là, ce soir, mercredi, vendredi, samedi, lundi prochain. Alors, c'est 5 matchs là, en 8 jours. Dans le fond, on avait parlé de 7 en 11. Là, c'est 5 en 8. Moi, je retrouve un peu la tradition du lundi soir à Laval de jadis à l'époque, alors que le Titan de Laval jouait tous les lundis soirs. C'est Là, il y a vrai. 2 House lundis. of Pain. House of Pain. On est loin de ça, mais en tout cas, on va retrouver ça quand même ce soir à Laval, à la Place Belle, dans un amphithéâtre pas mal plus moderne que le vieux Colisée de Saint-Vincent-de-Paul. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir partagé des moments avec nous, puis on se voit ce soir à 19h30. Salut! Salut, Steph. Je fais une parenthèse avec les lundis soirs à Laval. À mes débuts à RDS dans les années 90, tous les lundis soirs où à peu près il y avait du hockey à Laval, c'était une tradition dans la LHMQ, un peu comme ce l'est avec la NFL, le Monday Night. On allait à Laval et c'était à l'époque où il y avait une équipe à Saint-Hyacinthe, à Verdun, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Granby. Alors tout le monde, tout le gratin hockey de la LHJMQ était à Laval le lundi soir. Les rumeurs de transactions, ça sortait de tous les côtés. Les gars de hockey étaient là. Et le Titan, à l'époque des frères Morissette et même avant, aimait ça jouer le lundi soir. On avait créé cette habitude-là avec les amateurs et aussi, plus souvent qu'autrement, on affrontait une équipe qui venait de disputer un 2 matchs en 3 jours ou un 3 matchs en 4 jours avant d'arriver à Laval. Je me souviens d'une année, une saison, là, dans les années 90, Laval, sur 35 matchs locaux, avait 14 vendredis et 21 lundis. Et on se ramassait là, on allait manger au restaurant tout près, le Vieux Four, pour ne pas le nommer. Alors, c'était une tradition qu'on avait. On n'a jamais retrouvé ça lorsque le Titan est déménagé à Bathurst pour la saison 98-99. Et là, pour 2 lundis de suite, on aura des matchs le lundi soir à Laval. Mais évidemment, on n'est plus dans le folklore de l'époque, il n'y a pas de doute. Pour revenir sur la défaite de samedi, avant le match de samedi, la défaite, la fiche du Rocket, après 2 périodes, lorsque l'équipe était en avance, 16 victoires, aucune défaite. On n'avait jamais échappé un match depuis le début de la saison lorsque l'équipe menait après 2 périodes. Alors, il fallait que ça arrive. C'est arrivé. Malgré tout, Laval est en excellente position dans la section nord de la Ligue américaine. On en parle depuis le début. Le Utica est vraiment détaché, le seul en tête avec 67 points. Mais tu regardes par la suite, là, Toronto a 52 points en 43 matchs et Laval a 49 points avec un match de plus à disputer. Donc, on parle sensiblement d'une égalité au deuxième rang entre Laval et Toronto. Et il reste évidemment des matchs cette saison entre les deux équipes. Là, on va terminer 3 des 5 derniers matchs de la saison contre les Marlies. Et contre les Sénateurs de Belleville qui suivent par la suite, il reste encore 2 matchs. Il y a Rochester qui est dans le portrait aussi. C'est intéressant. Alors, ce soir, donc, les Monsters de Cleveland sont en ville. Il ne faut pas les prendre à la légère. Oui, tu regardes le classement, ils sont derniers, mais à leurs 4 derniers matchs, ils ont accumulé 7 points sur une possibilité de 8. Et étrangement, c'est une équipe qui joue mieux à l'étranger que sur sa propre patinoire. 17 victoires cette saison, 7 à domicile et 10 sur les patinoires adverses. Bon, voilà ce qui complète notre section sur la Ligue américaine. On va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Vous dire que Joshua Roy, l'espoir du Canadien du Phoenix de Sherbrooke, a été choisi joueur par excellence de la dernière semaine. Le Phoenix qui s'est payé 2 pique-niques contre les Tigres de Victoriaville vendredi et samedi, des gains de 9-2 et de 9-1. Un peu plus tôt dans la semaine, Sherbrooke avait aussi gagné 6-5. Donc, dans ces 3 matchs-là, Roy est allé chercher 3 buts et 9 passes pour 12 points. Il s'est vraiment détaché un peu dans la course pour le championnat des compteurs de la Ligue junior majeure du Québec. Roy a maintenant 73 points en 37 matchs. C'est presque 2 points par match depuis le début de la saison. 6 points d'avance sur William Dufour des Sea Dogs de Saint-John, qui lui, incidemment, a marqué 4 buts hier pour hausser son total de la saison à 35. 35 buts en 39 matchs. C'est excellent pour William Dufour, qui s'en va allègrement vers une saison de 55-60 buts pour cet espoir des Islanders de New York qui est en quête d'un premier contrat. Et vous vous souvenez, il y a 2 semaines, lorsqu'on a fait le match Sherbrooke à Rimouski, je dis il y a 2 semaines, en fait, c'est il y a 10 jours. Roy et Félix Lafrance étaient à égalité en tête des compteurs. Les deux avaient 59 points. Là, la France en a 63 et Roy en a 73. Alors, Roy s'est vraiment détaché. À souligner également la présence de Xavier Simoneau, autre espoir du Canadien, au 5e rang des compteurs de la Ligue, 61 points. Riley Kidney en a perdu un petit peu. Il est au 13e rang des marqueurs avec 53 points. Lui aussi, c'est un espoir des Canadiens. Pour regarder un peu les résultats
résultats, ce qu'on retient de la dernière semaine dans la LHMQ, les Olympiques de Gatineau vont très bien. Après avoir perdu ce match-là contre le Cap-Breton à la maison le 16 février, un match que les Olympiques n'auraient jamais dû échapper, depuis ce temps-là, c'est 6 victoires. On est allé chercher 3 victoires sur la route la semaine dernière et 3 victoires à domicile cette semaine. Donc, les Olympiques vont très bien. Je vous ai parlé du Phoenix de Sherbrooke qui va très bien aussi. Les Cataractes de Shawinigan avaient 10 victoires de suite avant de perdre vendredi contre Québec et hier à Bécomo. Les Cats sont aux prises avec une longue liste de blessés et là, ça commence à les rattraper un petit peu. Malgré tout, Shawinigan a toujours 3 points d'avance sur Sherbrooke au sommet de la section centrale. Sherbrooke a toutefois 2 matchs de plus à disputer. Les Remparts, je viens de le mentionner, 3 victoires de suite. Ça va quand même relativement bien pour les Remparts et surtout pour Zachary Bolduc, cet espoir des Blues de Saint-Louis là, qui marque beaucoup de buts par le temps qui court. Les Remparts qui ont 6 victoires à leurs 7 derniers matchs. Leur seul revers, un revers à Sherbrooke, là, subi le 20 février dernier. Pour le reste, on a pulvérisé hier les Foreurs de Val-d'Or au compte de 10-4. 4 points pour Bolduc, 4 points pour Théo Rochette, 3 buts pour Olivier Coulombe. Ça va quand même relativement bien pour les Remparts qui ont 15 points d'avance sur Rimouski au sommet de la section Est. Il y a une belle bagarre là, qui va se dessiner pour la course aux séries entre des équipes comme Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Victoriaville, Chicoutimi, Bécomo et le Cap-Breton. Là, ces 6 équipes-là, j'ai l'impression qu'on va se battre là, pour les 4 dernières places disponibles en série. Dans les Maritimes, les Islanders de Charlottetown se sont fait jouer un vilain tour samedi, menaient 5-1 contre les Mooseheads d'Halifax et les Mooseheads qui ont remonté la pente pour l'emporter 6-5. Et j'invite les gens, demain, on va publier le nouvel état des forces, le fameux Power Ranking, comme on appelle souvent, du début du mois de mars. Et je mentionne là-dedans, et je pense que je ne me trompe pas trop en disant qu'il n'y a pas grand monde qui va vouloir affronter les Mooseheads d'Halifax en première ronde. L'avenue Devin Boucher semble également avoir rapporté des dividendes pour les Mooseheads. Il a joué 10 matchs depuis son arrivée avec les Mooseheads, 11 buts, 5 mentions d'aide. C'est un gars qui arrive de Brockville dans la Ligue junior A de l'Ontario, alors qu'il n'a absolument rien coûté aux Mooseheads d'Halifax. Et honnêtement, il fait tout un travail depuis son arrivée dans le circuit. Et il ajoute un peu au travail des Lheureux, Desnoyers, Vidicek, Dumais et compagnie. Alors, Halifax qui se maintient pour l'instant à égalité avec Bathurst et Saint John, 48 points. On se bat pour le 2e rang de la section des Maritimes derrière Charlottetown. En principe, Bathurst et Saint John devraient éventuellement se détacher un peu d'Halifax et regarder plus vers le haut. Le Titan joue du gros hockey, 8 victoires et une défaite en prolongation à ses 9 derniers matchs. 12 victoires en 15 matchs pour le nouvel entraîneur Jason Clark depuis son arrivée à Bathurst. Le Titan qui a ajouté, on le sait, Félix Lafrance, Miguel Tourigny. Alors, le Titan va s'en aller vers le haut, j'ai l'impression, là, au cours des prochaines semaines. Il reste encore, là, pour la plupart des équipes, entre 25 et 30 matchs à jouer en saison. On parle de 2 mois d'activité là, pour le calendrier régulier, mais la saison roule bien. Là, on a repris le rythme de croisière là, depuis la reprise des activités. On va souhaiter qu'il n'y ait pas trop de cas de COVID. Là. Il y a eu le Cap-Breton qui a été obligé de remettre 2 matchs le week-end dernier. Il y a également eu quelques cas à Moncton, de sorte qu'on a été obligé de remettre le match de vendredi. Mais on va se croiser les doigts et espérer là, que ça va bien se passer. La grosse nouvelle qui a retenu l'attention également dans la LHJMQ au cours des derniers jours, c'est la venue d'Elisabeth Manta. On avait officiellement annoncé qu'elle devenait un arbitre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça fait quand même un bon moment. Là. On avait annoncé ça, je vous dirais en janvier, en décembre, qu'Elisabeth Manta serait partie là, du personnel des officiels de la LHJMQ pour terminer la saison. Mais là, évidemment, il y a eu la pause de 7 semaines en raison des mesures restrictives de la COVID. Elisabeth Manta a aussi participé aux Jeux olympiques de Beijing à arbitrer des matchs du tournoi de hockey féminin. Donc, c'est finalement ce samedi à Boisbriand qu'elle a pu officier un premier match dans le circuit. On l'avait jumelé avec Olivier Gouin, qui est un autre arbitre qui a participé aux Jeux olympiques de Beijing, qui incidemment a travaillé dans le match de la médaille de bronze là, que les Slovaques ont remporté à la surprise d'un peu tout le monde. On défait les Suédois. Donc, les deux ensemble ont travaillé dans le match entre Boisbriand et Rouyn-Noranda samedi au Centre d'excellence Port-Rousseau. J'aurais bien aimé aller voir le match au complet. J'étais occupé à décrire le match du Rocket de Laval qui était à 15 h, alors que le match à Boisbriand était à 16 h.
Dès que le match est terminé à Laval, j'ai sauté dans la voiture, je suis allé voir la fin du match. J'ai réussi à voir les 5-6 dernières minutes de jeu, la prolongation, les tirs de barrage. Et après le match, à chaud, j'ai été en mesure de m'entretenir avec Elisabeth Manta, qui venait de réaliser une autre étape, qui venait de briser une autre barrière, soit celle de devenir la première femme à travailler dans un match de la LHJMQ. On sait que dans la LHJMQ, on a déjà eu la première gardienne de but, Manon Réaume, dans les années 90, qui avait joué un match. Charline Labonté, qui a joué une saison au complet avec le Titan d'Acadie Batters. Et là, c'est une autre étape avec Elisabeth Manta, qui avait travaillé dans des matchs de la Ligue américaine du Rocket plus tôt cette saison, mais qui là découvrait la LHJMQ. Alors voici cet entretien tenu à chaud samedi, tout juste à la fin du match qu'elle a travaillé à Boisbriand. Elisabeth, c'était pas une journée comme les autres aujourd'hui pour toi. Tu avais fait un match dans la Ligue américaine, là, c'était la première fois dans le junior. Comment tu t'es senti? Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Je me suis sentie vraiment bien accueillie. Là. C'est sûr qu'on m'a mis avec des arbitres d'expérience, puis c'est sûr que ça donne confiance. Mais tu sais, je vois la différence au niveau de la Ligue américaine versus la Ligue junior majeure par rapport à la visibilité au Québec. La différence est quand même assez grande, puis c'était très émotif. Là, je veux dire, j'étais fébrile, puis j'avais hâte d'embarquer sur la glace. Tu te sentais-tu plus nerveuse, tu dirais, que quand tu as fait ton premier match, mettons, à Laval? Non, un peu moins. Ouais. Comment ça s'est passé, ce match-là? C'était un match qui était allé en tir de barrage, puis tout ça. La première fois que tu lèves le bras, puis tout ça, là, comment est-ce qu'on se sent? Ça a été un premier call facile, un retardé le match qui a brisé la glace, là, dans le fond. Puis après ça, c'est ça. Dès que la première était finie, déjà, je sentais que j'étais dans ma game, puis que une fois qu'on embarque sur la glace, après, le stress diminue, puis c'est juste une autre game de hockey comme les autres. Là. Tu viens d'avoir les commentaires de Richard Trottier dans le vestiaire. Comment il a trouvé ton match? Très bien, je pense. C'est sûr qu'il y a des petites choses à améliorer, c'est certain. L'adaptation à la vitesse de jeu puis aux standards de chaque ligue, là, c'est sûr. Mais je pense qu'en général, ça a bien été. Sens-tu que les joueurs juniors, c'est un peu différent que les hommes dans la Ligue américaine ou même quand tu fais le hockey féminin, qui sont plus... je vais employer le mot testostérone, qui sont plus hyper un petit peu? Là, ça a bien été aujourd'hui en général. C'est sûr que la Ligue américaine, c'est des hommes... mais en général, j'ai vraiment aucun problème. Les gens sont bien avec moi. Tu arrives à une époque où le hockey junior n'est plus ce qu'il était non plus. Il y avait beaucoup de bagarres dans le temps, puis tout ça. On voit plus beaucoup ça maintenant. Là. Ça va t'aider, tu penses, dans la suite des choses pour toi? C'est certain, mais on a des règlements pour ça, puis on travaille en équipe pour régler les situations quand ça arrive, ce genre de situation-là. Donc, ça ne me stresse pas nécessairement d'en avoir. Avec tout ce que tu as vécu cette année, la Ligue américaine, junior, les Jeux olympiques, tout ça, c'est beaucoup pour toi? Oui, c'est sûr. Je me replonge à l'été dernier, puis jamais j'aurais pensé. Là, l'invitation de la Ligue américaine, je l'ai eue à la fin de l'été, début septembre, puis je m'attendais vraiment pas à ça. Donc oui, c'est sûr que c'est plein de belles choses qui me sont arrivées cette année. Est-ce que tu as l'impression qu'à un certain moment, je vais employer le mot, on va t'essayer? Là, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est fin, tout le monde est hey, c'est le fun, c'est une journée historique, on est là, on te félicite, mais à un certain moment, un arbitre, ça reste quelqu'un qui se fait souvent critiquer. Oui, mais c'est la job d'un arbitre, qu'on soit un homme ou une femme. Puis quand on est nouveau, je pense que ça vient aussi avec là, de gagner son respect. Donc, je m'attends à rien de moins, c'est correct. Tu connais quand même bien la Ligue junior majeure. Tu encourageais ton frère quand tu jouais pour Val-d'Or, puis tout ça. De te retrouver sur la glace, c'est pas quelque chose que tu avais pu penser un jour? Là, non. Il y a quelques années, j'étais dans les estrades en train de regarder ses matchs, puis prendre des photos à côté du boss avant son départ vers Val-d'Or. Donc, non, c'est sûr que c'était très spécial. Ouais. Là, tu parlais un peu avec? Oui, c'est sûr. On se texte vraiment souvent, puis il m'encourage, c'est certain. Il est là pour moi, il sait qu'est-ce que c'est, les moments plus difficiles ou les victoires, donc on n'hésite pas à s'écrire. Je vais essayer une dernière question. Ça fait quoi d'être pionnière? Est-ce que c'est un gros mot? C'est un gros mot. C'est sûr que je le réalise pas tout le temps, mais c'est spécial. Là, j'essaie d'absorber, puis je pense que je le réalise pas encore nécessairement. Là. Tu te vois faire ça longtemps? Tant que j'ai la passion, puis tant qu'on veut de moi, oui. Y avait-tu une raison pour laquelle c'était à Boisbriand le premier match? Ou... Non, je pense pas. Je pense que c'était juste le mix. Richard voulait mixer moi et Olivier pour notre retour des Olympiques. Vas-tu faire une ride à Val-d'Or bientôt? Là, puis, Je sais pas, je l'ai pas encore à mon agenda. Prochain match demain à Victo, donc... Félicitations, merci beaucoup. Merci.
Alors voilà pour Elisabeth Manta, qui est devenue en fin de semaine la première femme à arbitrer un match dans la LHJMQ. D'ailleurs, elle en a arbitré un deuxième, comme elle l'a dit en fin d'entrevue. Elle était là pour le duel Drummondville-Victoriaville dimanche après-midi. Au fil des prochaines semaines, elle va prendre son tour là, dans la rotation des officiels. C'est certain que lorsqu'elle visitera Val-d'Or, ça va lui rappeler de bons souvenirs. Son frère Anthony a joué pour les Foreurs pendant 3 ans et elle allait souvent l'encourager. Alors de revoir cet environnement-là va sûrement être très agréable pour elle. Avant de terminer un peu sur la LHJMQ, peut-être mentionner quelques matchs importants cette semaine. Le Titan d'Acadie Batters vient faire un tour en sol québécois. Va jouer mardi à Drummondville et va jouer jeudi à Gatineau. Donc, occasion là, pour les gens de la région de Gatineau de voir à l'œuvre Hendrix Lapierre et pour l'entraîneur aussi, Jason Clark, de venir faire un tour là, dans sa région. Et il y a un gros match vendredi également à Shawinigan. Les Highlanders de Charlottetown qui sont les visiteurs. Ils vont jouer à Victoriaville jeudi d'abord, les Highlanders. Et vendredi, ils seront à Shawinigan, un voyage de 2 matchs. On parle peut-être là, de 2 des meilleures formations de la LHJMQ qui vont s'affronter. En tout cas, en ce qui me concerne, là, pour mon power ranking, mon état des forces, Charlottetown et Shawinigan se retrouvent 1 et 2 à mon classement. Je vous rappelle, ça sera publié demain sur le rds.ca. J'aimerais terminer en jasant un petit peu de ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine, tout ça, ça a des implications au niveau du hockey. Le championnat mondial de hockey junior 2023 devait être présenté à Omsk et à Novosibirsk, 2 villes russes. Je ne parle pas évidemment de celui de cet été là, qu'on va reprendre à Edmonton, mais celui de décembre prochain. Selon toute vraisemblance, là, au cours des prochaines heures, peut-être lorsque vous allez écouter la balado-diffusion, il y aura du nouveau, mais au moment où j'enregistre, on parle de rencontres là, qui ont lieu présentement pour la Fédération internationale qui va recevoir évidemment beaucoup de pression pour tasser les événements qui devaient avoir lieu en Russie, que ce soit en décembre prochain pour le championnat du monde junior, mais aussi pour le championnat du monde senior de avril 2023, mai 2023, qui devait avoir lieu, lui, à Saint-Pétersbourg. J'ai l'impression qu'on va relocaliser ces 2 tournois-là. Et il y a aussi la participation des équipes russes qui est remise en question. Est-ce que les Russes seront invités à venir à Edmonton cet été là, pour reprendre le championnat mondial de hockey junior 2022? Est-ce qu'on va plutôt y aller avec les pays là, qui suivent au classement mondial? Ça, c'est une autre décision qui devra être prise. Chose certaine, ça a des implications importantes là, avec le monde du sport. On a vu au soccer, là, on a déplacé la finale de la Coupe des champions qui devait avoir lieu en Russie aussi. On a annulé le Grand Prix F1 pour aller en Russie. Alors, j'ai l'impression que la Fédération internationale de hockey sur glace n'aura pas le choix là, d'emboîter le pas et de suivre un peu la tendance, la vague avec cette invasion de la Russie en Ukraine qui retient évidemment beaucoup l'attention. Nos pensées vont évidemment vers les gens là, originaires d'Ukraine et de ce coin-là qui doivent vivre des moments extrêmement angoissants. Ben voilà, ça fait un peu le tour de ce qu'on avait cette semaine. Ah oui, je voulais glisser un petit mot sur les Lions de Trois-Rivières avant de vous laisser aller de la ECHL. Ça n'a pas été simple en fin de semaine contre les Growlers de Terre-Neuve. Une défaite de 6-1, une défaite de 10-3. Je regardais un peu le match de dimanche entre Terre-Neuve et Trois-Rivières et ça avait des allures quelquefois là, de ligue semi-professionnelle, beaucoup de bagarres, des buts. Ces 2 équipes-là vont se revoir pour une séquence de 4 matchs en 5 jours à Terre-Neuve là, du 9 au 13 mars. C'est un peu le problème de la ECHL. On joue souvent contre les mêmes formations et quand ça vient que c'est des moments difficiles, des matchs à sens unique, il y a des gestes un peu qui sont difficiles. Et on a vu aussi que c'est encore un circuit qui est officié à un seul arbitre. Et dans le hockey d'aujourd'hui, là, ça devient presque difficile pour un seul homme d'avoir le contrôle de la situation. Les Lions de Trois-Rivières ont quand même une bonne première saison là, dans les circonstances. 23 victoires, 16 défaites, 4 défaites en bris d'égalité. Sauf qu'en fin de semaine, là, au cours des derniers matchs, les 4 derniers matchs à domicile, là, il y a eu des défaites de 6-1 en 2 fois, de 10-3. Est-ce qu'on a des problèmes un peu défensifs devant le filet? On le mentionnait un peu en début d'émission. Est-ce qu'un bonhomme comme Michael McNevin pourrait venir leur prêter main forte devant le filet pour les prochains matchs? On verra. Il y a 3 autres matchs à domicile cette semaine pour Trois-Rivières. Adirondack, qui sera le visiteur mercredi, et le Fuel d'Indy sera là vendredi et samedi pour 2 matchs également avant que les hommes d'Éric Bélanger ne reprennent la route pour aller jouer, comme je le mentionnais, à Terre-Neuve.
Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. On vous rappelle l'horaire à RDS. L'horaire est très chargé. Ce soir, à la Place Belle, 19h30 contre Cleveland. Mercredi également, 19h30 contre Cleveland. Vendredi et samedi contre les Canucks d'Abbotsford. Ça, c'est le club école des Canucks de Vancouver qui était à Utica auparavant. Donc, on a déménagé l'équipe sur la côte ouest à Abbotsford pour l'approcher, évidemment, de l'équipe mère des Canucks de Vancouver. Alors, ce sera une première visite là, pour une équipe d'Abbotsford à Laval en fin de semaine. Et lundi prochain, les Thunderbirds de Springfield. Ça, c'est un match qui devait avoir lieu dans le temps des fêtes en décembre, qui avait été remis en raison là, de la pandémie, qui sera repris donc lundi prochain. Donc, lundi prochain aussi, on sera à la Place Belle. Donc, c'est 5 matchs en 8 jours, tous présentés sur les ondes de RDS. Merci à mes invités, Raphaël Harvey-Pinard et Elisabeth Manta. Merci à notre collègue Bruno Gervais, que je vais retrouver avec plaisir ce soir. À la technique, François Perrault. À la coordination, Luc Dansereau. À la recherche, Christian Daou. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Bye bye.